Donc, comment reconnaître ma propre incompétence? L'effet de Dunning-Kruger n'existe peut-être pas d'hygiène mentale. On se regarde ça, hop, tout de suite. Il faut bien que je vous remette le son. Vous me direz si au niveau du son, ça passe ou pas. Suis-je capable de citer sans me tromper les domaines sur lesquels j'ai une certaine expertise, que je comprends bien, et les domaines sur lesquels j'ai surtout des préjugés et où je raconte probablement un peu de la merde? Quand j'ai des chances de me tromper, j'aimerais paraître prudent, humble et communiquer aux autres mon incertitude. Je crois bien que la capitale de l'Australie, c'est Sydney, mais je suis pas très sûr, faudrait vérifier. Et quand j'ai toutes mes chances d'avoir raison, j'aimerais paraître sûr de moi, assertif, et communiquer aux autres ma confiance en moi. La capitale du Kyrgyzstan, c'est Bishkek. Crois-moi, c'est absolument sûr, j'ai aucun doute. Mais est-ce que je connais toujours ma propre incertitude? Est-ce que je saurais me rendre compte quand je suis en situation de surconfiance? Peut-on tester soi-même sa propre cognition? C'est très méta, la métacognition. Il a l'air bien quand même là où il est, hein. Mais ça ressemble un peu à par chez moi à certains endroits dans le Vercors ou quoi, ça ressemble à ça. En gros, quand tu sais pas dire que tu as le doute, bah, en général quand tu as le doute, tu as le doute, mais quand tu es sûr, bah, tu peux pas être sûr de te tromper ou d'avoir le doute de te tromper puisque tu es sûr de pas te tromper. Mais au final, tu peux quand même te tromper. Comment on peut être sûr d'être sûr? Réfléchir à comment je réfléchis, c'est ce que je vais essayer de faire devant vous aujourd'hui. Réfléchir à comment je réfléchis. Donc voilà ma question. Est-ce que je reconnais toujours ma propre compétence? Un des moyens Alors, vous me dites pour le son et vous me dites pour la vitesse si ça va ou pas, hein. J'ai mis en 1,25, on va voir. que j'ai mis en place pour m'auto-évaluer, c'est d'essayer de me noter moi-même sur des critères mesurables, en me faisant passer à moi-même des quiz. Par exemple, je prends n'importe quel jeu de société avec des questions de culture générale, si possible sur des thématiques restreintes, et je mets par écrit mes réponses. Mais, avant de regarder les résultats, j'essaye aussi d'évaluer ma propre performance. Est-ce que je pense que j'ai plutôt raté ou plutôt réussi? Et je mets par écrit la note que je pense que je vais Je obtenir. connais pas la Mon objectif, c'est pas métacognition. d'avoir la meilleure note au test, même si c'est cool d'avoir de la culture générale, mon cerveau n'est pas un data center, je m'en fiche un peu de connaître plein de trucs par cœur. Mon objectif, c'est d'avoir une meilleure estimation de mes performances avant le dépouillement. Pour savoir si je savais que j'allais avoir une mauvaise note ou une C'est bonne pas note, faux, Ogli. ou si je me faisais une fausse idée de mes capacités. Le doute, c'est le fondement de la pensée critique. J'aimerais pouvoir mesurer ma Ok, mais si c'est connaissance trop de rapide, vous me le l'étendue de mon direz. ignorance, tracer le contour de tout ce que je ne connais pas. Méta. Cet écart, Donc là, si je comprends bien, il fait un test et il va d'abord se dire bah moi je me mettrais à ce test 20 sur 20 ou je sais pas ou 12 ou 15 et après ton score réel. Donc ça c'est assez intéressant de savoir d'essayer de s'auto-évaluer au final c'est pas mal. entre la compétence que je pense avoir et ma compétence réelle que j'ai, c'est ce qu'ont cherché à mesurer les chercheurs Dunning et Kruger en 1999. Inconscience de son incompétence, ou comment les difficultés à reconnaître sa propre incompétence conduisent à des auto-évaluations surestimées. Et depuis, il y a eu plein d'autres études sur le sujet, par de nombreuses équipes de recherche différentes. Par exemple, Hodge 2001. Difficulté à reconnaître sa propre incompétence, des médecins novices qui ne sont pas qualifiés et qui n'en ont pas conscience. Ou encore Ackerman 2002. Ce que l'on sait de nos propres capacités et de nos propres connaissances. Dans ces études, on fait passer à des sujets différents types d'épreuves, des exercices de grammaire, une mesure du sens de l'humour, des tests de logique comme le LSAT, qui est très utilisé pour les recrutements. Et puis, avant de calculer la note, on demande au sujet d'évaluer sa propre performance. Enfin, pour Tu. L'autre jour, j'étais sûre de moi sur un truc, le groupe m'a contredit et j'ai douté. Ils ont tellement insisté que j'ai pensé que j'avais tort, mais j'ai fait des expériences et en fait, j'avais raison. Ça marche donc dans les 2 sens. Oui, bien sûr et c'est là où toute la question est aussi, est-ce que la majorité a forcément raison? Voilà, sur certaines choses. Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir conscience que déjà la majorité n'a pas forcément raison et après je pense que ta démarche d'essayer de te remettre même si enfin, tu étais vraiment sûre de toi à 100. Après moi je suis pour enfin, je vais y arriver à m'exprimer mais je préfère quelqu'un qui arrive quand même à se dire: «Attends», avoir le doute, à essayer de se remettre en question que quelqu'un qui est vraiment sûr de lui à 100 et qui doute jamais.
Et puis je trouve que c'est aussi moins frontal dans le rapport à l'autre derrière, qui se dit bah franchement, t'es sûr parce que là moi j'ai un doute et tout. Après si c'est argumenté, si l'autre il te dit non et qu'il dit rien derrière, qu'il n'argumente pas ou quoi, bon là c'est un petit peu plus dérangeant. Mais ça rend moins violent aussi la confrontation d'idées quand on est capable de se remettre un petit peu en question et de chercher, de chercher voilà, à comprendre aussi pourquoi l'autre te dit bah non, a priori t'as tort quoi. Mais oui, c'est frustrant quand au final il s'avère que tu avais raison et que tu t'es laissé notamment avoir par un effet de groupe où tu t'es dit bon bah, si la majorité, si tout le groupe me dit que j'ai tort, alors j'ai tort. Des fois, c'est faux. En fait, il fait la différence entre l'auto-estimation de sa réponse et les réponses réelles. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai fait un test de l'humour, le résultat était pas drôle. Est-ce que la majorité a forcément raison? Faisons un sondage pour le découvrir. Mais c'est qui a sorti une vidéo là il y a pas longtemps où il fait passer plusieurs types de. Je crois que Robin y a React d'ailleurs. Mais c'est pas le seul parce que je l'ai vu sur une. C'est peut-être l'Argumentarium aussi qui y a React. Euh, en fait il y avait tout un public et on faisait passer des questionnaires avec différentes façons de fouloscopie, merci trisystémique. Il faisait passer des questionnaires à la foule et on voyait, le but c'était d'aller le plus loin possible dans les réponses quoi, et si possible d'avoir toutes les bonnes réponses. Et au départ, c'était la version classique de bah, tout le monde vote dans son coin et la majorité des réponses fait que c'est cette réponse qui est donnée par le public. Et puis après, il y a eu d'autres façons de faire de faire en sorte qu'une réponse du public émerge, par exemple en laissant le public communiquer entre eux ou d'autres choses. Voilà, il a mis plusieurs possibilités et c'était assez intéressant à voir. Alors, je me souviens plus très bien parce que je sais plus si j'avais été jusqu'au bout de la vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir de toute façon sur le YouTube de Fulloscopy. Il a pas mal de vidéos très intéressantes. Il y avait aussi l'appel à un ami qui était en l'occurrence son invité, dont je me souviens plus du nom. Et bah, le problème de l'appel à un ami, c'est qu'il faut que l'ami il ait la bonne réponse. Et parfois, l'ami se trompe aussi. Donc, donc voilà. Mais on va pas. Enfin, vu que quand la vidéo est sortie, il y a eu pas mal de monde qui l'ont react, on réactera pas à cette vidéo. Puis c'est pas forcément mon domaine d'expertise, mais par contre, je trouve que ce genre de vidéo est super intéressante. À la fin, tout le monde me. Non, mais c'était super intéressant. C'était vraiment super intéressant. Et bref, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Tout. Ah bah moi j'ai mis ça en pratique, j'ai toujours le doute que l'autre ait raison. Ben oui. Après c'est toujours trouver. Je pense que c'est un équilibre qui est pas évident à trouver parce qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir une tendance à être très sûrs d'eux et d'autres à l'inverse à avoir peu confiance en eux. Et du coup l'équilibre à trouver il est pas évident quoi. Il est vraiment pas évident. Puis il y a la position aussi, mine de rien, la position dominant-dominé, même inconscient, fait que, par exemple, la parole, c'est triste, mais la parole des femmes est souvent, l'expertise d'une femme est souvent remise en question. C'est un truc assez fou quand même. Alors que une femme, oui, elle sait de quoi elle parle, mais toujours ça va être remis en doute, en particulier par des hommes, mais aussi potentiellement par des femmes. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte dans cette interaction entre deux personnes, en tout cas dans le fait de savoir entre guillemets qui a tort, qui a raison. Qui est une mauvaise façon de voir les choses au final. Et bonsoir Mr. Pickles, comment ça va? Je suis jamais sûre à 100%. Si j'essaie de me projeter de plus en plus 80 je me dis que je suis sûre de moi. Ouais, je suis un peu comme toi, Arca. J'aurais plutôt tendance à fonctionner pareil.
principe qu'avant de balancer quelque chose à quelqu'un, soit je mentionne clairement mon doute et je présente mon affirmation sous forme interrogative, soit je m'assure d'être capable de me convaincre moi-même et de m'auto-argumenter avant. C'est une bonne façon de faire aussi. Personnellement, même quand je pense avoir raison, je garde en tête que je peux avoir tort. Je laisse de la place pour la remise en question. On dirait que je n'ai pas confiance en moi, mais je préfère ça que d'être une personne qui dit de la merde avec aplomb. Je suis assez d'accord. Le problème, c'est que les gens suivent toujours celui qui gueule le plus fort, pas celui qui vérifie ses infos de parallèle. C'est effectivement un souci. Puis on l'a vu, hein, c'est vraiment le souci qui traverse un peu notre société actuelle et encore plus à l'heure des réseaux sociaux. Fin de l'imbago, ça va, merci. Oh, bah tant mieux si c'est fini. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps et que t'as pas trop souffert. Un imbago, c'est douloureux, donc on va pas se mentir, mais tant mieux si c'est fini. L'ami, c'était Axolot. Ah, je vous ai déjà dit que j'ai une mauvaise mémoire des noms propres. J'ai dit ça pour déconner, mais finalement, j'ai raison même quand je fais pas, même quand je veux pas. C'est QFD. Je vais rentrer peut-être à plus. Bon rentrage de Barbie, Natal. Et oui, à plus tard. Bon, t'inquiète, à mon avis, on n'a pas fini le stream. Hein. Si tu veux revenir plus tard, on sera toujours là. Faire fi de l'effet de Halo et des dynamiques de groupe, c'est vraiment difficile. Ah non, mais c'est pour ça, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte. Hein. C'est assez délicat. Mais encore une fois, personnellement, j'aurais tendance à me méfier de quelqu'un qui, comme disait Croque Citrouille, est vraiment trop sûr de lui et au final dit de la merde. C'est quelqu'un avec qui tu peux pas du tout essayer de communiquer, quoi. Mieux se taire que de passer pour un con, que de l'ouvrir, de laisser aucun doute et de ne laisser aucun doute à ce sujet. Je sais plus de qui ça vient. Vaut mieux se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. Ah oui, au sujet d'être con. Oui, mais malheureusement aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui prévaut. Se taire, c'est synonyme, c'est pas. Les gens voient ça comme de la faiblesse, de l'incompétence. Et il faut forcément dire. Et c'est d'ailleurs, bon, même si il y a plein de choses à dire, je sais plus comment s'appelle le médecin qui était sur France 5, là, hyper connu. Bref, qui a reconnu après coup que après coup, pendant le Covid, effectivement, peut-être que les médecins et certains scientifiques l'ont ouvert un petit peu trop tôt, alors qu'ils ne savaient. Simès, merci, Michel Simès. Alors qu'ils ne savaient pas. En disant, notamment en parlant de petites grippettes, alors qu'ils n'avaient aucune information et qu'ils ne savaient pas. Et il a admis qu'ils auraient dû reconnaître, tout simplement ne pas savoir. Mais en l'occurrence, par exemple, et c'est pour ça que c'est compliqué, les médecins, on leur apprend à savoir. Un médecin, quand vous allez voir un médecin et s'il vous dit je ne sais pas, inconsciemment, vous allez le prendre pour un incompétent. Vous vous dites, attends, je vais voir un médecin, il est censé m'aider, il est censé savoir, et il me dit qu'il ne sait pas. Attends, c'est quoi ce nul, quoi. Alors qu'au final, est-ce que c'est pas une marque de compétence à l'inverse, surtout si celui-ci à l'inverse, je vois là comment ça a été comment ça a été traduit par les sous-titres. Bref, s'il vous renvoie vers quelqu'un qui peut mieux vous accompagner que lui, qui peut éventuellement savoir. Est-ce que c'est pas une preuve de compétence et au contraire qu'il faudrait peut-être plus faire confiance à quelqu'un qui vous dit ça que quelqu'un qui a de l'aplomb mais au final vous envoie dans la mauvaise direction, quoi. C'est assez compliqué, hein.
Et après, je veux pas dire que tous les médecins disent de la merde, loin de là, hein. Il y a pas longtemps, dans un chat, j'ai eu un échange comme ça avec une personne et qui me disait, bah, j'ai écouté ma médecin généraliste, machin. Je dis, mais t'as eu raison. Enfin, c'est normal. Après, malheureusement, il y a encore des préjugés qui ont la vie dure. Voilà, c'est pas, c'est tout à fait normal et d'avoir écouté ta médecin, quoi. Et bon, après, de toute façon, là, en l'occurrence, il y avait peu d'impact au niveau de la santé de la personne, mais enfin, ça changeait pas grand-chose, en gros. Mais voilà, et il y a plein de biais comme ça, hein, il y en a un paquet. Hein. C'est quoi le délire d'inventer des réponses plutôt que d'assumer de ne pas savoir. C'est parce que c'est vraiment ce sentiment d'incompétence, de faiblesse, du fait de pas donner de réponse. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du mécanisme psychologique derrière et de ce que ça va engendrer chez la personne psychologiquement qui fait que c'est compliqué. Et le réflexe a toujours été de trouver une réponse pour certaines personnes. Et je pense, par exemple, je peux me tromper parce que pour le coup, j'ai pas de chiffres, mais que les femmes vont avoir plutôt tendance à se remettre en question, à ne pas avoir de problème à dire qu'elles ne savent pas, que les hommes. Et je pense qu'il y a quelque chose derrière vraiment et de sociologique et de psychologique et de comment on se construit par rapport à ça. Et j'en reviendrai presque à ces rapports de domination aussi, quoi. De façon très vaste. Hein. Domination, ça ne veut pas dire forcément. Ça peut être très, très, très subtil. Hein. Aussi, le souci avec l'IA, en gros, les gens ont tendance à moins se fier et moins faire confiance à une IA qui refuse de répondre ou émet du doute, une IA qui dit tout avec assurance. Oui, prendre pour argent comptant ce que balance une IA, c'est aussi problématique. Mais des doutes, nanana. J'ai commencé à en entendre parler, mais j'avoue que je suis pas. Il faudra peut-être que je me renseigne un peu plus sur l'IA. Ce qui provoque le phénomène d'hallucination, c'est la raison pour laquelle, plutôt que de lutter contre les dites hallucinations, privilégie des IA assurées capables de s'autofeed avec des fausses infos. Ça va nous envoyer dans le mur. Hein. Et bonjour Catchibre. C'est aussi quand on te pique ta couverture au soum soum. C'est pas faux. C'est pas faux. L'effet de validation supérieure d'une personne par la société tend à leur faire croire qu'elle n'a pas besoin de se remettre en question. Ouais, médecins notamment, mais politiques élus, même combat. Certains diraient qu'on peut être épidémiologiste en étant Macron. Bah, on voit bien que Trump, il n'a eu aucun problème à dire qu'il fallait boire de la javel pour lutter contre le Covid. Hein. Alors qu'il est complètement incompétent là-dessus. Hein. Mais je sais pas, il s'est senti pousser des ailes. Bon, il continue hein, à dire des absurdies alors il est incompétent complet dans le domaine notamment de la santé. Quoi. Je pencherais pour cette hypothèse. J'avais un médecin qui m'a dit qu'elle ne savait pas. Je suis allée voir un spécialiste et la fois suivante, j'ai pu lui dire ce qu'il avait constaté. Bah oui, non, mais tout simplement. Moi, c'est... En fait, si le médecin, si le professionnel de santé te dit, bah, écoute, je ne sais pas, mais je vais vous réorienter vers un spécialiste ou voilà, parce que je ne sais pas, j'ai peut-être une petite idée, mais je préfère que vous alliez voir un tel. Moi, ça me paraît. Pour moi, en fait, là, déjà, au niveau de la santé, actuellement, ça devrait être quelque chose de pluridisciplinaire. Ça devrait vraiment être un travail d'équipe et une vision générale. Ça, c'est ma vision, en tout cas, de l'approche de la santé, une prise en charge plus globale et pluridisciplinaire. Donc, si je vois quelqu'un qui va, entre guillemets, dans ce sens, parce que lui, ça sort de son champ de compétences ou qu'il ne sait pas, bah, personnellement, je pense que ça me ferait bizarre. Malgré ce que je dis, je pense que inconsciemment, ça me ferait quand même bizarre, puisque comme vous, j'ai appris qu'un médecin, il est censé savoir. Mais je suis pas différente de tout le monde, en fait.
Mais je pense quand même qu'il y aurait ce truc-là de me dire, ok, le raisonnement, il est logique. Après, parce que j'essaierai forcément, je pense que je lui poserai des questions pour comprendre un petit peu son process intellectuel, et voilà, mais sinon. Non, mais c'est bien, on a regardé 3 minutes de vidéo, on est bien, on est bien. Mais le médecin, prof, etc., ont une toute autre sorte d'expertise qui sait tout, y compris quand on lui demande par A plus B, qu'il dit des bêtises, il faut qu'il change de métier. Je vais pas dire que certains ont énormément de mal à la remise en question, oui. Mais oui. C'est assez difficile pour les médecins qui préfèrent un doute raisonnable et raisonnant et préfèrent une position de domination rassurante. Sur l'effet placebo, nocebo, après c'est que je sais pas si j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais tant qu'on n'a pas de preuves, on va plutôt tendre à effectivement convoquer cet effet-là. Après, si un jour il y a des preuves qui vont dans le sens inverse, mais je sais pas si c'est de ça dont tu veux parler. Qui t'impose leur assurance. Ouais, bah oui, normal, hein. Mais je pense qu'il faut, hein, franchement, trop d'assurance, j'ai envie de dire, ça cache quelque chose, hein. Pas connaître les personnes qui parlent. Ouais, il y a c'est vrai que l'internet fait que c'est dur, hein. Moi je trouve que c'est vraiment dur, même sur les sources et tout, de se dire bon là, cette source. Après, c'est toi qui choisis, hein, tu fais confiance à telle ou telle source, mais c'est pas simple, hein. Hallucination dans le domaine IA, c'est lorsqu'une IA invente entièrement une information qui n'est pas du tout sourcée par la dite IA. Ok. Remplissage pour compléter ces infos. Ok, c'est genre, il faut que je réponde, donc du coup, je vais mettre quelque chose, quoi. Même si ça n'existe pas, je vais compléter malgré tout, quoi. C'est fou. Peut-être bizarre, mais perso, j'ai pas appris qu'un médecin est censé savoir. Mais j'ai appris qu'un médecin, c'est un être humain qui a des connaissances, qui fait son boulot avec, comme tout autre professionnel qualifié, qui peut, comme tout le monde, atteindre ses limites et ses connaissances et vous faire une erreur. C'est complètement vrai, mais honnêtement, et c'est aussi pour ça que j'ai lancé cette chaîne et que pour que, même si je suis pas médecin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce complexe d'infériorité face à des médecins ou des professionnels de santé, quels qu'ils soient, et du coup ont du mal à poser des questions, ont du mal à être aussi acteur, parce que quand tu comprends ce qui t'arrive, du coup, tu peux vraiment être acteur de ton soin, en fait. Tu vas beaucoup moins subir, et dans certaines situations, c'est quand même chouette de ne pas que subir ce que des gens te disent sans comprendre ce qui t'arrive. Enfin, c'est vraiment très important, et notamment sur le plan psychologique, puisqu'on sait que comment l'aspect psychologique dans le fait de se remettre ou pas d'une pathologie est hyper important. Et merci Obli pour l'abonnement offert à Grayson. Merci beaucoup. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment pour essayer justement de casser un petit peu de briser un petit peu cette barrière entre les professionnels de santé et les patients, parce qu'au final, les professionnels de santé sont aussi des patients, je me suis lancée, quoi. Des exercices de grammaire, une mesure du sens de l'humour, des tests de logique comme le LSAT, qui est très utilisé pour les recrutements. Et puis, avant de calculer la note, on demande au sujet d'évaluer sa propre performance. Enfin, pour être exact, ce qui est demandé au sujet, c'est pas réellement d'évaluer sa compétence absolue, mais d'évaluer son classement relatif parmi tous les autres sujets testés. Un truc du genre, on a fait passer ce test à X personnes et on a leurs notes. On les a rangées ici dans l'ordre. En haut, ce sont les meilleurs, là les bons, après les moins bons, et tout en bas les mauvais. À votre avis, où est-ce que vous situeriez par rapport aux autres? Donc ça, c'est encore autre chose, c'est que c'est aussi de l'auto-évaluation, mais comparé à d'autres personnes. Donc on n'est pas auto-centré, entre guillemets. Donc là, c'est encore autre chose. Le sujet propose un pourcentile. Moi, je pense que je serais par là, vers 60%.
Et ensuite, on dépouille. Et on compare avec sa position. Bah, sur tes critères perso, en fait, toi, par rapport à tel sujet, comment tu t'estimes, comment tu t'estimes? Est-ce que tu t'estimes dans les bons, donc ceux qui vont avoir des bonnes réponses, ou dans les meilleurs avec un excellent résultat? Donc c'est un peu un espèce de mixte quand même entre toi t'auto-évaluer sur une note sur 20 par exemple, mais du coup là tu vas le rapporter à si tu devais te confronter à d'autres personnes. Est-ce que du coup, tu penses que d'autres personnes auraient des meilleures notes que toi? Et du coup, où est-ce que tu te situerais? Ce qui est, ça ressemble, mais c'est quand même un peu différent. Parce que dans ton auto-évaluation, tu te centres un petit peu sur toi-même, ton résultat. Là, on te demande à te comparer à tes pairs. Donc, c'est un petit peu différent. Alors, j'ai mis en 1,25. Si jamais c'est trop rapide, vous me dites, hein. Bon, il était dans les 42%, pas loin. Et on fait pareil avec tout le monde. Donc, on ne mesure pas la perception qu'ont les sujets de leurs compétences absolues, mais on mesure la perception que les sujets ont de leur place par rapport aux autres. Ça va être un Vous voyez, c'est subtil, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et là, on vient comparer encore l'estimation par rapport au réel de son classement et de son classement réel. Même critère de critique, on n'aura pas les mêmes résultats. Bah, je pense que tu peux avoir des résultats effectivement un peu différents avec en te comparant aux autres que en étant centré que sur toi, quoi. Je fais juste partie des meilleurs des important pour meilleurs. la suite. On va faire un schéma. Mettre les loutres, Vous avez c'est pas compris que faux, oui, j'aime les c'est pas schémas. faux. Là, la position à laquelle je m'estime par rapport aux autres. Et là, ma position réelle par rapport aux autres, d'après les calculs des notes. Imaginons, exercice de pensée, si on savait tous parfaitement s'auto-évaluer par rapport aux autres, par magie. On proposerait toujours exactement sa position réelle. Ça donnerait une belle courbe, comme ça. Les mauvais du groupe savent qu'ils sont les mauvais du groupe, les bofs savent qu'ils sont bofs, les meilleurs savent qu'ils sont les meilleurs. Ça, Mais en vrai, il y a bien sûr ce une serait certaine dans dispersion le cas statistique dans nos idéal. performances. Moi, en moyenne, je fais environ 13 sur 20 aux exercices de grammaire. C'est mon niveau. Probablement gros biais sur l'auto-évaluation. Ah bah c'est ça qu'on essaye en fait de montrer là, quoi. Puisqu'il y a déjà donc le fameux effet Dunning-Kruger où il y a une courbe, et là il essaye d'en parler, de montrer ce qu'on devrait obtenir, c'est une ligne droite si tout le monde était réaliste par rapport à ses compétences, mais dans les faits c'est pas vraiment ça, quoi. Ah, il dit par rapport aux notes. Bah là, c'est pas tant par rapport aux notes, mais par rapport à où tu t'estimes dans le classement par rapport à des gens. Donc, oui, peut-être que inconsciemment, tu vas passer par essayer de t'auto-évaluer en te donnant une note personnelle et en essayant, du coup, par rapport à cette note que tu te donnes, de te classer. Mais peut-être que dans ton chemin de pensée, tu vas pas du tout passer par la note et tu vas dire, bah, moi, sur ce domaine-là, je m'estime là quand même, savoir, je sais quand même des choses où je suis dans le meilleur. Et ensuite, on va voir ton résultat, effectivement. Est-ce que tu étais dans les meilleurs ou au contraire dans les moins bons? Enfin, voilà. Donc, ça, oui, il y a la question de la note, mais dans ton chemin de pensée, tu n'es pas obligé de passer par la note. Même si au final, le classement réel va se baser sur les notes obtenues après les quiz, il n'empêche que tu n'es pas obligé de passer par la note pour t'estimer dans une population, quoi, si tu as quelques dimensions, quoi. Donc la science tu as raison, et ceux qui étudient le sujet aujourd'hui, bah là, en termes de courbe, c'est compliqué à suivre. Bah, si la position estimée, position réelle. Donc là, les nuls sont en bas, les très bons sont en haut. Et là, les nuls sont ici, les très bons sont en haut. Donc en fait, ça ressemblerait à une ligne. Les très nuls seraient en bas, les moyens, enfin, il y aurait corrélation. Là, en gros, l'idée de la ligne, c'est parce que ta position ici, elle est exactement la même que celle-là. Donc c'est pour ça que c'est une ligne, que c'est une droite, que c'est pas une courbe de Gauss. Ok, ok, ok. Non, non, mais c'est bien parce que ça permet de réexpliquer si t'es pas clair le pourquoi. En gros, ta position estimée ici, si elle est égale à celle-ci, bah, on va placer le point ici. Donc, au fur et à mesure, ça fait une droite.
on sait que les femmes vont se juger un peu plus bas, par exemple. Mais oui, oui, c'est ce que je disais, et sans, j'avais pas forcément d'études, mais bon, en tête précise, mais qu'en général, les femmes vont avoir plus, vont plus facilement, entre guillemets, enfin, je parlais surtout par rapport à ça, de facilité à se remettre en question et de facilité à avoir des doutes, même si des fois c'est non justifié, mais c'est malheureusement ce rapport de culturel entre hommes et femmes qui fait que voilà, la parole des femmes est souvent remise en question beaucoup plus que celle des hommes. Mais bon, mal frimeur se surestime plus, oui. Mais c'est culturel aussi, c'est que il y a un truc culturel. Tu peux avoir un homme qui frime pas forcément, mais si lui dit quelque chose, que la femme dit autre chose, selon des sujets, par exemple, si on va parler de mécanique, on va plutôt écouter la parole de l'homme, alors que ça se trouve, il sait rien du tout et qu'il est juste en train de pipoter. C'est pas une question. Enfin, sans parler de frime, tu vois. Et. Enfin, bref, c'est vraiment culturel, hein. Mais je Et fais pas oui, il y a plein de toujours facteurs, exactement oui, qui 13. rentrent en Des fois, je jeu, fais 15, des effectivement, fois, je fais niveau 11. d'études, Ma classe, performance ouais. a un certain bruit, Et salut Alex Club, voire dans comment ça l'épisode va? 34. Ma capacité à m'auto-évaluer, elle aussi, a un certain bruit. Même si, imaginons, en moyenne, je tombe juste quand je dois me comparer aux autres, bah, je suis parfois un peu en dessus, parfois un peu en dessous. En prenant en compte ces bruits, on observera naturellement une courbe comme celle-ci. La pente dépend de l'écart type des dispersions. C'est typique d'un effet de régression vers la moyenne, comme on l'a vu dans l'épisode 35, ce qui arrive toujours lorsqu'il y a du bruit. Et si les Ouais. sujets ont, en plus, Alors un attendez, biais, ça je vais par remettre parce exemple, que je on vous compte avoue ces que ça bruits, c'est pas on ma observera spécialité, naturellement hein. une courbe comme celle-ci. La pente dépend de l'écart type des dispersions. C'est typique d'un effet de régression vers la moyenne, comme on l'a vu dans l'épisode 35, ce qui arrive toujours lorsqu'il y a du bruit. Et si les sujets ont, en plus, un biais, par exemple on a tous tendance à se surévaluer, ce qui est un phénomène bien connu, bah, on observerait une courbe comme celle-là, décalée verticalement. Bien, bah maintenant regardons les données. Allez, en gros, selon les biais, soit vous allez avoir tendance à du coup à vous rapprocher, à vous dire que vous êtes middle, soit au contraire, selon vos biais, vous allez peut-être vous dire, vous estimez plutôt en haut. Effectivement, les biais, bah, effectivement, la catégorie socio-professionnelle, milieu culturel, etc., l'éducation peuvent rentrer dans ces biais pour vous auto-évaluer plutôt en haut ou plutôt en bas, quoi. Lorsqu'il y a du bruit. Et si les sujets ont, en plus, un biais, par exemple on a tous tendance à se surévaluer, ce qui est un phénomène bien connu, bah, on observerait une courbe comme celle-là, décalée verticalement. On se surévalue plus en général, ok. Bien, bah maintenant regardons les données expérimentales des recherches. Que ce soit celles de l'étude originale de Oui, Dunning-Kruger c'est ça, ou des nombreuses réplications, elles sont toutes similaires, quel que soit le type d'épreuve. C'est une courbe, ben, comme ça, justement. Tout le monde répond qu'il est dans la moyenne haute. On observe une légère pente, les moins bons se placent un peu plus bas que les bons, mais pas beaucoup. Les résultats observés ne sont absolument pas remis en question par personne. On observe bien ça. C'est l'interprétation de ces résultats qui est en un plus, sujet très GamePro, ouais. discuté. Parce qu'en plus des résultats, les auteurs ont aussi proposé une explication du phénomène. Selon eux, je paraphrase, les gens... Donc en fait, on a tous plutôt tendance à se dire qu'on n'est pas trop con, quoi. On s'auto-évalue plus fort que ce qu'on est vraiment. Ok. Enfin, c'est plutôt la tendance, quoi. Le meilleur exemple, c'est de demander si les gens s'estiment meilleurs conducteurs que... Ah oui, sur la conduite, ouais. Oui, tous les autres sont nuls et on est le meilleur conducteur du monde. C'est pour ça qu'il y a plus d'accidents pour les hommes que pour les femmes. Enfin, grave. Les femmes, je crois que c'est plus de la petite tôle froissée. Et les hommes, en général, c'est des accidents graves, quoi. Mais sinon, c'est les meilleurs conducteurs du monde, c'est sûr. Et oui, t'as tout à fait raison. Très bon exemple. gens qui sont incompétents croient qu'ils sont compétents. Ils se surestiment, alors que les experts, ça va, eux, ils s'évaluent correctement. Quand on ne connaît rien à un sujet, on n'a pas les compétences nécessaires pour... Donc ça, oui, l'effet Dunning-Kruger, donc c'est le fait de se surévaluer alors qu'on est incompétent. Et effectivement, on pourrait le retrouver dans cet écart, puisque là, on a la droite idéale, si tout le monde s'estimait bien. Et là, on a la droite, au final, le résultat plus des études globales, qui a été simplifié par une droite, mais on a vu que ce n'était pas tout à fait une droite.
Et en fait, parce que les gens en général se surévaluent, et on voit qu'il y a un gros delta entre ceux qui en savent le moins. Donc, si on prend position réelle vers ici, on voit que l'écart est plus immense. Et si on regarde l'effet du Dunning-Kruger, c'est effectivement là où les gens se surévaluent le plus possible. D'où l'écart énorme. Ensuite, on a toujours un tout petit écart. Plus on s'approche de l'expertise d'être les meilleurs, en gros. Et on voit que l'effet s'inverse quand on est dans les meilleurs, chez les meilleurs. On voit que là, il y a une différence inverse, c'est-à-dire que les gens se sont sous-évalués par rapport à leur position réelle qui est dans les meilleurs. Est-ce que c'est clair? Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le redire. Et on voit en gros ici, quand on se rapproche des meilleurs, on voit qu'il y a un delta qui est un peu moins important. Mais vraiment ici, c'est là où il y a le plus de delta, quoi. Les moins bons se surestiment, ont un écart forcément beaucoup plus important. Plus t'es con, plus tu te crois intelligent. Non, vu que plus t'es con, moins tu te rends compte de ce qui te manque. A priori, oui. A priori. Est-ce qu'il y a ce besoin de ne pas se faire remarquer? Je sais pas si ça a rapport à ça, ou le fait que personne n'a envie de penser qu'il est con. Enfin, de penser qu'il est con ou qu'il ne sait pas, en fait. Je pense que c'est plus par rapport à ça. De se faire remarquer. Je pense que si c'était vraiment ça, peut-être que la droite obtenue serait un petit peu plus basse, plutôt au niveau de la moyenne. Là, les gens ont plutôt une tendance à se surestimer dans le global qu'à tendre vers la moyenne. Donc, est-ce que... je sais pas. De rester dans la norme pour les meilleurs. Ben oui, mais est-ce que les meilleurs, c'est la norme? Je sais pas. En général, les meilleurs, c'est plutôt c'est un peu hors norme, entre guillemets. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Mais certainement, enfin, on préfère faire partie des meilleurs que des moins bons. Il n'y a pas photo. Si je vais prendre une comparaison, en sport, on n'a pas envie d'être le dernier à être choisi pour participer. Même si on n'est pas très bon pour jouer à tel ou tel sport d'équipe, on n'a pas envie d'être affiché comme le dernier à être choisi. C'est de paraître aussi, est-ce qu'on se défend de se mettre dans une situation de jugement négatif aussi? Sans doute, sans doute, Arca. Ah ben c'est beaucoup plus difficile, encore une fois, de dire je ne sais pas ou je ne suis pas bon dans tel domaine, que de penser qu'on est quand même bon malgré tout, qu'on sait plus ce qu'on ne sait vraiment. Mais après, tu as déjà le biais du sondeur, les personnes doivent lui répondre en face et se surestiment. Ça peut être un biais, effectivement. Ça peut être un biais. Là, il faudrait connaître exactement les conditions de comment ont été recueillis tous ces résultats. Après, il y a eu pas mal d'études. Je pense que c'est un biais qui a essayé d'être minoré. Vu qu'il y a plusieurs études, on peut penser qu'il a essayé d'être pondéré. Merci. C'est là où on voit que j'ai pas fait de recherche et que je suis pas une mathématicienne. Ça va, chaton? Ça y est, tu t'installes? Mais je fais des armations dans le groupe. Il y a des nouveaux bien prétentieux et bourrins. Ils essaient de prouver qu'ils sont les meilleurs que les autres. Il y a ceux qui sont passés instructeurs, qui sont humbles et se disent oh, mais c'est a priori ça rejoint l'idée de l'effet de Dunning-Kruger. Mais on va voir Reconnaître ce cette qu'il en dit. compétence. Une façon moins charitable de le faire, ça va. Eux, ils s'évaluent comme poser une explication du phénomène. Selon eux, je paraphrase, les gens qui sont incompétents croient qu'ils sont compétents. Ils se surestiment. Alors que les experts, ça va. Eux, ils s'évaluent correctement. Quand on ne connaît rien à un sujet, on n'a pas les compétences nécessaires pour reconnaître cette compétence.
Ah oui, si tu ne sais pas, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Tout à fait logique. Vous avez compris? Ça paraît logique. Si tu ne sais pas, bah, tu peux pas savoir que tu ne sais pas, puisque tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Voilà, Ouais, c'est pas faux. logique, voilà, c'est pas faux. Merci, merci Oli. Santé mentale, c'est particulièrement sain de toujours douter de soi-même et de se sous. Oui, oui, non, mais ça c'est sûr, de douter tout le temps et de se sous-évaluer en permanence, on est d'accord que effectivement c'est pas non plus une bonne chose. Mais c'est pour, en fait, c'est comme tout, il y a toujours certainement un compromis à avoir, sans être dans l'excès de confiance ou au contraire de se sous-estimer continuellement. Il y a quand même un delta, quoi. De toute façon, encore une fois, hein, les extrêmes, quels qu'ils soient, c'est jamais très bon. Donc, toujours un peu de, voilà, de compromis, quoi. Passer la frontière des trucs. Oui, oui, oui. Et tu veux faire croire que tu sais. Bah, en fait, c'est pas que tu veux faire croire que tu sais. C'est que tu n'as même pas conscience que tu ne sais pas, parce qu'au final, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. T'as pas la conscience de ce qu'il te reste à apprendre sur un sujet que tu ne connais pas. Donc, au final, tu crois que tu sais. Donc, tu fais pas croire. Tu crois vraiment, sincèrement, que tu sais, parce que tu ne sais pas tout ce que tu ne sais pas. Mais, le truc de la confiture que t'étales sur la tartine, moins t'en as plus, t'étales. Et bonsoir, Corbinator. Mais à qui il faut. Ah, mais. C'est quoi les promesses d'engagement que ceux qui les croient? C'est un peu la phrase bateau. Après, l'idée, c'est dans ce genre de cas, d'avoir voilà, ni être dans l'exagération ni l'inverse, hein. En 2 mots, ça passe aussi, des fois. Sors de ce corps. Mais après, oui, ça faisait très Raymond DeVos, mais au final, c'est la traduction. Enfin, je sais pas comment le traduire autrement que comme ça, in fine. Je ne fais pas exprès, bien sûr, c'est drôle. C'est un peu redondant, mais oui, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, puisque tu ne sais pas que tu ne sais pas. Donc, tu penses que tu sais, puisque tu ne sais pas. C'est possible. Une façon moins charitable de le dire, c'est les cons sont tellement cons qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont cons. Ils ont un biais qui les pousse à se prendre pour des experts, alors que les Voilà, c'est pas moi qui le dis, les cons. Voilà, on va remettre la phrase, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. les cons sont tellement cons qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont cons. Ils ont un biais qui les pousse à se prendre pour des experts, alors que les vrais experts, eux, sont conscients de leurs capacités. Et Oui, humbles. puisqu'on sait Si ce qu'on la ne sait pas science encore. prouve ça, On en a c'est un conscience. orgasme pour les zététiciens. Et la version grosse caricature qui tâche, c'est ce même extrait. L'effet Dunning-Kruger, c'est quelque chose qui a été développé en psychologie sociale. C'est un effet qui dit que quand on commence à s'intéresser à une question, notre impression de connaissance dépasse très largement notre connaissance réelle. Ça veut dire que, grosso modo, on a l'impression d'avoir compris quelque chose, alors qu'en fait, on n'a rien compris du tout. Moi, il faut m'expliquer ce que c'est qu'une pandémie où il n'y a pas de malades ni de morts. Vous nous prenez pour des cons, quoi? Quand on regarde le graphique qui montre ce qu'est l'effet Dunning-Kruger, eh bien on va gravir au départ la montagne de la stupidité. On va ensuite redescendre dans la vallée de l'humilité. On va arriver ensuite sur ce qu'on appelle la plaine de la consolidation. Pour se rendre compte qu'on ne comprend rien à ces questions, eh bien il faut aller beaucoup plus loin sur la courbe. Ah là là, Dunning-Krugerception. Toutes les publications récentes sur les auto-évaluations de performance doivent consacrer des chapitres entiers rien qu'à déconstruire les mauvaises interprétations. Ça, sur le terme, je vais quand même faire l'arrêt, hein, parce que on en a parlé il n'y a pas longtemps et on va certainement en reparler quand on lancera enfin le vrai React. Le terme épidémie-pandémie, alors il y a une petite différence, je crois, entre épidémie et pandémie. Mais par exemple, aujourd'hui, on parle de pandémie de diabète de type 2. Mais vous allez me rétorquer, le diabète de type 2 n'est pas un virus. Les gens qui ont un diabète de type 2 ne sont pas contagieux. Alors pour les morts, ça se discute parce que si, il y a quand même un paquet de morts ou de morts, comment on dit,
de décès prématurés dus au diabète de type 2 et à ses conséquences. Donc ça vaut la peine quand même de remettre une petite couche sur ce truc-là. Pandémie, c'est pandémie égale mondiale. Oui, de mémoire. Alors, comme j'aime pas dire de bêtises, pourtant j'ai lu 36 000 fois la définition. Mais alors, pandémie, épidémie qui atteint un grand nombre de personnes dans une zone géographique très étendue. Aussi endémie, épidémie. Donc, au final, c'est pas forcément mondial. C'est pour ça qu'on le précise, je suppose, pandémie mondiale de diabète de type 2. Mais ça veut quand même dire que c'est quand même une zone géographique assez étendue. On peut avoir une pandémie, par exemple, uniquement en Europe. Ou même une épidémie de grippe qui va toucher principalement la France. Bon, là, en l'occurrence, c'est un virus, mais, généralement, les virus, par exemple, ou les pandémies ne s'arrêtent pas directement aux frontières. Donc, faut avoir quand même ça en tête, quoi. C'est régional ou intercontinental. Je voulais être sûre. C'est une épidémie qui fait la roue. Liée au diabète et sirop de son coca. mais oui, ça vaut la peine d'en remettre une petite couche parce qu'effectivement, dans l'idée de plein de gens, il faut qu'il y ait plein de morts, voire que du coup, ce soit forcément international, etc. Alors qu'on voit que ça peut être un petit peu plus subtil que ça. Tu parlais de la courbe de Dunning-Kruger, justement, Corbinator. Après, justement, là, il va un petit peu... hygiène mentale va revenir un peu dessus, a priori. Donc, voilà. Oui, voilà. Et pandémie, c'est vrai que l'idée des gens, c'est égale peste. S'il n'y a pas la peste et qu'on brûle pas des cadavres dans les rues, c'est pas une pandémie. Oui, il y a ce truc-là. Donc, ah oui, du coup, oui, tu parlais de ça. Effectivement, là, il montre ces différents paliers, mais a priori, hygiène mentale va revenir un petit peu dessus sur ce fameux Dunning-Krugerception. On va voir ce qu'il va en dire. Doivent consacrer des chapitres entiers rien qu'à déconstruire les mauvaises interprétations de cet effet Dunning-Kruger. Par exemple, Macintosh 2018, déconstruction psychophysique de l'effet Dunning-Kruger. Je cite. Le même récurrent que les gens stupides seraient trop stupides pour se rendre compte qu'ils le sont est une idée reçue, proposée probablement par des gens qui ne connaissent pas suffisamment le sujet. Tellement méta. Mais même des gens qui ne connaissent pas suffisamment le sujet. Tellement méta. Trop stupides pour se rendre compte qu'ils le sont est une idée reçue, proposée probablement par des gens qui ne connaissent pas suffisamment le sujet. Tellement méta. Ah oui, le truc, ok. La réponse est... Dire que les gens stupides sont trop stupides pour se rendre compte qu'ils sont stupides, c'est dit par des gens qui sont justement stupides et qui ne connaissent pas assez bien le sujet. Donc, ok, Macintosh renvoie le truc aux gens qui ont dit ça. Ok. Même la version charitable de l'article original, je la trouve un peu trop audacieuse. Parce que moi, quand je regarde les données, je vois juste un bruit, l'effet de régression vers la moyenne, plus un biais général de surestimation, par tout le monde, les bons comme les mauvais. Cet effet de supériorité illusoire, c'est un résultat assez clair de la psychologie cognitive. Malgré les problèmes de réplication dans cette discipline, ça, c'est quand même assez solide. Quand on demande à des conducteurs s'ils sont plutôt parmi les bons conducteurs de leur ville ou plutôt parmi les moins bons, tout le monde répond qu'il est meilleur conducteur que les autres, bien sûr. Tout le monde pense qu'il est au-dessus de la moyenne, les incompétents comme les compétents. Par contre, ça ne veut pas dire que l'effet Dunning-Kruger, tel que décrit, n'existe pas, parce que ces effets de régression vers la moyenne, c'est difficile à quantifier. Ces artefacts statistiques pourraient ne pas expliquer 100% du phénomène. Si ça se trouve, une partie de la courbe observée est due à cette combinaison de régression vers la moyenne plus biais de surconfiance, et le reste est dû à cet effet Dunning-Kruger. C'est possible. Mais si ça se trouve, la courbe observée est entièrement expliquée par cette combinaison de régression vers la moyenne plus biais de surconfiance, et il ne reste rien à expliquer. Si ça se trouve... Donc là, ce qu'il veut dire, c'est que, si je comprends bien, si vous avez une autre interprétation dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Intelligence collective, tout ça. C'est que, en gros, les gens ont tendance à se surestimer, mais en même temps, à tendre vers une certaine moyenne. Donc, au final, si on fait le biais de tendre vers la moyenne plus se surestimer, effectivement, il n'y a pas grand-chose à expliquer dans cette courbe, a priori.
C'est juste ces biais-là de tendre vers la moyenne et de se surestimer. C'est ce que je comprends. Donc, pas d'explication particulière que ces deux biais, ces deux grands biais-là, quoi. On va essayer de résumer les propositions de Gilles. La moyenne vient du bruit des données. Ok, à ma compréhension. Ouais, après, c'est le bruit des données, tu vois. Enfin, je comprends qu'il y a des petits écarts, mais j'ai l'impression que lui l'entend quand même plutôt vers les gens ont tendance plutôt à tendre vers la moyenne au-delà du bruit des données. Mais je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper. Est-ce que c'est uniquement dû au bruit des données ou si c'est une tendance générale quand même? C'est ce que j'ai compris, même si je me sens pas incluse dans cette logique. L'effet Dunning-Kruger n'existe pas. Pour trancher, il faudrait pouvoir évaluer la taille de la dispersion de nos résultats à ce genre de tâches et la dispersion de nos auto-évaluations. Déjà, faire passer le même test de grammaire à des centaines de personnes, c'est pas simple. Il faut du budget, de la logistique. Mais faire passer des centaines de tests de grammaire différents à des centaines de personnes, c'est titanesque. Et surtout, faire s'auto-évaluer des centaines de fois, des centaines de personnes sur des centaines de tests, c'est même impossible. En fait, par rapport au bruit, effectivement, c'est pour réduire le bruit, il faudrait augmenter en gros l'échantillon de données et donc le nombre de personnes qu'on évalue et les nombres d'évaluations faites à toutes ces personnes. Et là, on réduirait le bruit et du coup, on pourrait vraiment on pourrait plus tendre à expliquer soit c'est juste du bruit, soit c'est vraiment cette tendance à se biais de la moyenne et donc l'effet de Kruger n'existe pas. Je pense que du coup, ça a l'air d'être sa conclusion, si je me trompe pas. Mais encore une fois, si vous avez une autre analyse de ce qui a été dit, je passe pour le test de grammaire. Moi aussi, j'avoue. Je me souviens. Signification de la régression vers la moyenne, phénomène statistique suivant lequel un processus aléatoire comme celui qui caractérise les prix ou les taux du marché des capitaux tend à retourner à sa valeur moyenne avec le temps après avoir varié considérablement. Donc ces variations, ce serait en fait, ce serait un phénomène normal, mais pour être sûr de ça, pour valider ce truc-là, il faudrait faire plus de tests, quoi. Possible. C'est un défi méthodologique plus que logistique. Comme je le disais dans mon épisode précédent, quantifier le bruit, c'est très difficile. Et même s'il existait un effet résiduel, non expliqué par les artefacts statistiques, ça ne voudrait pas dire que c'est parce que être incompétent nous pousse à nous croire compétents. Parce que souvenez-vous, ce n'est pas directement la compétence absolue qu'on mesure. Ce qu'on mesure, c'est la façon dont les sujets se placent par rapport aux autres. C'est très différent. Si ça se trouve, tout simplement, on estime bien nos propres capacités, mais on évalue mal celles des autres. Ah. Oui, c'est le truc inverse. Ok. Intéressant. Donc ouais, de ce que je comprends, effectivement, il y a cette histoire de bruit qu'il faudrait réduire en augmentant le nombre d'évaluations. Donc effectivement, méthodologiquement, c'est compliqué. Et en plus de ça, et là c'est pareil, c'est quelque chose c'est un argument assez fort. Comme on s'évalue par rapport à d'autres, si on pense, entre guillemets, si on pense que les autres sont aussi cons que nous, du coup, on va tous s'évaluer de façon assez bonne. Alors que et là, c'est vrai que c'est encore autre chose, quoi. Si on estime que les autres sont entre guillemets aussi cons que nous, effectivement, on sera pas plus cons que les autres. Grosso modo, je fais le résumé très raccourci, quoi. Ma compréhension avec ce qu'il avait présenté plus tôt, c'est que ce qu'il appelle la régression à la moyenne, c'est le fait quand tu n'es pas hyper fin à t'auto-évaluer, le graphe qui devrait être aligné se retrouve en un nuage. Ouais, et donc, si tu regardes la tendance statistique, au lieu de donner une pente de 1, ça va s'aplatir. Ok, ce truc-là. Ok. Confère son schéma plutôt pour bien comprendre ce que je veux dire. Oui, je vois le truc où on avait une droite. On avait la droite comme ça si tout le monde était parfait. Et au final, comme tout le monde, les points d'auto-évaluation sont assez dispersés, si on essaye de faire la moyenne de ces points, on va plutôt avoir une droite plus comme ça. Attendez, plus comme ça. La droite parfaite, c'est ça. Et ensuite, si avec les points, on a plutôt ça, quoi.
C'est juste que tous les autres devraient se contenter d'être en vélo avec stabilisateur. Alors la conclusion, c'est que pour être sûr que l'effet Dunning-Kruger n'existe pas, il faudrait faire beaucoup d'évaluations, faire passer à beaucoup de gens des tests et avoir plein de tests pour vraiment essayer de diminuer le bruit et essayer de bien voir est-ce que c'est l'effet de Dunning-Kruger ou est-ce que c'est juste le biais de tendance vers la moyenne et de tendance à la surévaluation qui engendre ça. Et donc, il n'y a pas d'effet de Dunning-Kruger. Mais lui rajoute aussi que ça peut aussi s'expliquer parce que les gens s'auto-évaluent par rapport à d'autres personnes et donc c'est pas que l'estimation de ses compétences à soi mais aussi de l'estimation des compétences des gens face à soi. Donc potentiellement on peut comme je disais pour simplifier se dire qu'on n'est pas plus con que les autres qui ont été évalués et du coup si on est tous un petit peu cons, bah, on se retrouve dans une moyenne de cons, grosso modo. C'est pour la faire simple. Et donc là, ça voudrait dire pas d'effet de Dunning-Kruger non plus, quoi. Voilà, on dit tous qu'on est dans la moyenne alors qu'on le pense pas. Difficile de dire quelqu'un je suis dans les plus mauvais. Ouais, c'est pas évident, mais encore une fois, il y a plein de biais. Hein. Il y a plein de biais derrière qui vont nous amener à tendre plus vers une auto-évaluation qu'une autre, bien sûr. Et aussi, du coup, une évaluation des autres aussi. Donc, c'est ça qui fait que c'est compliqué. Déjà, quelle est la vraie note puisqu'on a les vraies notes. Bah, en fait, lui, il a l'air de dire, de ce que je comprends, qu'il faudrait beaucoup plus d'infos, enfin beaucoup plus de données pour valider ou invalider l'effet de Dunning-Kruger. Ça changerait bien le narratif des zététiciens, ça. Ces critiques de l'interprétation de Dunning-Kruger, c'est pas juste moi, hein. Moi je suis personne. Ces questions font l'objet d'une longue littérature scientifique. Depuis 25 ans, il existe beaucoup de publications dans les revues scientifiques, pour proposer de nouvelles données expérimentales, bien sûr, mais surtout pour argumenter sur la pertinence de l'interprétation qu'on peut en tirer, ou pour proposer ce qu'il faudrait mettre en place pour en savoir plus. Je vous mets plein de liens en description. Là, une critique de l'étude originale, dès 2002, par Kruger et Müller. Attention, c'est pas le même Kruger, hein, c'est un autre, ça s'écrit pas exactement pareil. C'est pas facile, il faut suivre. Incompétent, inconscient, ou les deux, comment l'effet supérieur à la moyenne et les biais statistiques de régression vers la moyenne permettent de prédire les erreurs d'estimation de ses propres performances. C'est grosso modo ce que je viens d'expliquer dans cet épisode. La réponse de Dunning et Kruger à ces critiques, la même année, incompétent et inconscient, mais pourquoi? Une réponse à Kruger et Müller. Ils essayent de défendre leur hypothèse originale. De nouvelles critiques exposent de nouveaux biais, par exemple Burson 2006. Compétents comme incompétents, tous sont inconscients de leurs compétences. Comment les perceptions de la difficulté entraînent de mauvais calibrages dans les comparaisons relatives. L'art des titres. Plus récent, une étude sur l'impact du bruit sur l'effet de Dunning-Kruger. Nuffer 2016. Les simulations, à partir de nombres aléatoires, révèlent que le bruit statistique affecte les mesures et les représentations graphiques des auto-évaluations de la compétence. Là, ils essayent de mesurer à partir de quelle quantité théorique de dispersion dans les données ça annulerait l'effet de Dunning-Kruger observé. Et encore aujourd'hui, ils sortent. En gros, si je comprends bien, pour essayer de déterminer à partir de combien de quantité de données ce bruit sera pas annulé, mais dans l'idée n'aura plus autant d'importance, quoi. Il débunkerait le lien avec l'incompétence. En réalité, il ne s'agirait que d'un mélange entre surévaluation plus imprécision statistique. Plus ou moins, ouais. Et que donc toute l'étude de l'effet est en réalité biaisée car basée sur des stats qui mélangent imprécision statistique et biais. C'est ce que je comprends aussi. Plein de papiers fascinants sur le sujet, surtout par des statisticiens. Par exemple, Gignac 2020. L'effet Dunning-Kruger est principalement un artefact statistique, une méthode pour tester cette hypothèse grâce aux données de dispersion inter-individuelle. Eux, ils essaient de quantifier le bruit dans les notations. Et ils concluent que l'effet Dunning-Kruger, s'il existe, est largement surestimé. L'effet DK surestimé. Elle était vraiment méta cette vidéo. Ok, bah merci pour le partage trisystémique. C'était fort intéressant, je vais vous mettre le lien dans le chat. C'était pas mal intéressant, mais on voit qu'en gros, voilà, l'effet de Dunning-Kruger, c'est pas forcément une
c'est pas, c'est pas voilà, à manger, à prendre comme ça premier, oui, le titi, le petit Joe. Faut mettre un petit peu de pas de distance, mais voilà, de se dire que il y a peut-être d'autres choses, quoi. Il y a peut-être d'autres choses et qu'en fait, l'effet de Dunning-Kruger n'existerait pas. Il y a d'autres explications, d'autres biais euh, et qu'il faudrait pousser encore un peu plus loin, quoi. Donc, si je comprends bien, ça n'a pas été tranché, quoi. Alors, il y a peut-être des zéros qui se pensaient à des 15, donc ça va faire partie des choses. Mais si tu prends dans. En fait, l'idée, c'est que en augmentant le nombre aussi de tests, etc., ça va se retrouver noyé un peu. Ce sera des exceptions qui feront que par rapport à la moyenne, ce sera moins. Ça prendra moins de place, entre guillemets. Mais il y en a aussi. Il y en a aussi. Pour une marge d'erreur de 1%, 10 000 personnes suffisent. Pour 0,5, ça passe à 960 000. Ah oui, oui, il en faut du monde. Oui, je vais le mettre sur le Discord. C'est vrai que j'allais oublier. Dans quoi je peux le mettre, ça? Dans quoi je peux le mettre? Parce que ça, c'est pas vraiment... Je vais mettre ça dans sciences générales et autres sciences, je pense. Ou c'est de la psychologie? On va le mettre dans psychologie. Je vais le mettre dans psychologie. Ils sont pas cons, carré. Si on peut se déclarer nul dans un contexte où c'est accepté, le nombre de personnes qui se déclarent nulles en maths au présent ou au passé, c'est parce que le système est élitiste et utilise les maths comme l'outil de sélection. Oui, après, oui, mais ça, c'est encore un bien. Du coup, une grande majorité des gens se trouvent dans la situation d'être inefficients dans ces disciplines, c'est plus avouable. Et ça fait partie des biais, en fait. C'est pour ça que là, il parle de tests de grammaire, de ceci, de cela, sur des quiz complètement différents, d'une variété justement de matières, entre guillemets, pour essayer de, avec l'ensemble, limiter peut-être les biais. Mais ça représente un échantillon statistique énorme, quoi. Non, c'est pas tranché. Pour ce que je vois, l'effet Dunning-Kruger est actuellement considéré comme n'étant pas forcément pertinent d'un point de vue sociologique, mais qu'il y a faute de mieux. Ok.